Bonjour à tous les trois. Rebonjour Marine Proté de la Tribune. Bonjour. Ravi de vous accueillir pour en fait ce qui est la question centrale de notre matinée, c'est comment faire du numérique un levier de puissance pour l'Europe. Alors pour réfléchir sur ce sujet, donc j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Latombe, qui est donc député, spécialiste de la souveraineté numérique et enfin du numérique en général, et président de la commission parlementaire sur nos dépendances structurelles. Bonjour Philippe. Pardon, bonjour. Thibaut Verger, donc le vice-président de l'autorité de la concurrence. Bonjour. Bonjour. Et Arnaud Ponce, le délégué général du think tank Digital New Deal. Bonjour à tous. Alors, on voit que la régulation joue un rôle important pour affirmer le numérique comme un levier de puissance. Et on voit qu'aujourd'hui, justement, il y a des initiatives, notamment le Digital Omnibus au niveau européen, qui, sous couvert de simplification, peuvent parfois aussi détricoter des lois qu'on a mis longtemps à construire, comme le RGPD. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là Et on est aussi dans un contexte géopolitique où on a beaucoup de pression de la part des États-Unis, notamment du président Trump, qui considère le numérique européen comme un danger enfin, la régulation du numérique comme un danger. Qu'est-ce que vous pensez du coup de ce mouvement politique et géopolitique dans lequel on est? Peut-être Philippe Latombe pour commencer. On est très clairement dans une vision américaine qui a, dès le début, Donald Trump est arrivé en disant que dans les droits de douane, il n'y avait pas simplement une question de prix, il y avait une question aussi de réglementation. Et donc dans les 10 ou 15% qu'il a voulu imposer à l'Europe dès le départ, il a dit qu'il y avait une partie de balance commerciale qu'il fallait rééquilibrer. Et puis il a dit aussi que le RGPD, le DSA, le DMA devaient être intégrés dans les droits de douane parce que c'était des barrières à l'entrée et que donc ça portait atteinte aux entreprises du numérique américaines. La vraie question, c'est pas est-ce qu'on veut simplifier. Oui, il faut simplifier. On a une masse de réglementation européenne et une masse de réglementation en France très importante. Il faut qu'on arrive à simplifier. La question, c'est quand on profite de la simplification pour faire de la modification de règles. Des règles qui ont été établies depuis longtemps et pour lesquelles les entreprises disent nous, on préfère que les règles ne soient pas trop mouvantes. Peut-être qu'elles sont un peu trop dures parfois, mais tant que vous nous laissez le cadre, on peut s'adapter. Et le fait que dans l'Omnibus, on modifie notamment la question de la donnée personnelle au sein du RGPD, pose des questions juridiques très importantes, va mettre de l'insécurité pour les entreprises et de l'insécurité pour l'ensemble des organisations au sein de l'Europe. Donc la vraie question, c'est pas de vouloir simplifier, on est tous favorables à ça. La question, c'est d'en profiter pour faire des modifications de règles. Et je pense que là, c'est plutôt ça qu'il ne faudrait pas faire, c'est des modifications. Mais c'est quoi qui vous pose problème justement dans la modification de données personnelles? Parce que du coup, l'argument, c'est de simplifier notamment la recherche en IA, c'est de permettre de mieux utiliser les données pour créer des champions européens. Donc il y a ce... Il y a 3 points moi, qui me gênent. Le premier, c'est qu'on arrive à fusionner e-privacy et RGPD. C'est une bonne idée au départ. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on fait fusionner les deux sans pour autant dire que le guichet unique de contrôle sera systématiquement en Irlande. Parce que si on fusionne e-privacy et RGPD, ça veut dire que c'est l'autorité irlandaise qui sera chargée de gérer la totalité de l'application. Or, on sait très bien que l'Irlande n'est pas forcément la plus allante. L'autorité irlandaise n'est pas la plus allante pour appliquer la réglementation. Un peu comme sur DSA ou DMA, où on a dit que c'était la Commission européenne, et on voit bien que la Commission européenne met du temps à appliquer ces textes et à prononcer des sanctions. Elle est toujours en instruction sur un certain nombre de dossiers et elle n'avance pas. Il y a la question de la donnée personnelle qui est issue d'une décision de la Cour de justice de l'Union, qui est une décision qui a fait une sorte de tremblement de terre, mais pour lequel la Cour de justice nous dit, attendez, on a nous donné une décision dans un cas d'espèce, attendez d'autres décisions pour en tirer une jurisprudence constante. Or, la Commission s'est engouffrée là-dedans et a dit tout ce qui est une donnée personnelle, tant qu'elle est transférée à un tiers de façon pseudonymisée, de façon un peu dure, ça n'est plus une donnée personnelle, ça devient une donnée normale. Et donc, elle échappe au RGPD. Oui, mais on n'a pas parlé de la réidentification. Donc, si on arrive à réidentifier, est-ce que ça redevient une donnée personnelle ou pas? Et ça, la Cour de justice ne l'a pas dit. Mais la Commission s'est engouffrée dedans en disant, nous, on applique la jurisprudence de la Cour de justice. Il faut attendre, dans le droit souple, que ça soit sédimenté avant de codifier. Or là, la Commission, elle codifie tout de suite sans attendre la sédimentation. Et puis sur la notion de recherche, c'est pas le fait qu'on ouvre c'est la définition du mot recherche. Qu'est-ce qu'on met dans recherche? Il y a l'IA, mais il n'y a pas que l'IA. Et donc le fait de donner une nouvelle exception au RGPD en disant c'est sous couvert de recherche, c'est quoi la recherche? Comment est-ce qu'on définit ce que c'est qu'une recherche? On a déjà mis du mal à se mettre d'accord sur innovation, sur... voilà. Et donc recherche, c'est quoi? Comment est-ce qu'on le définit? Et il faut qu'on se mette d'accord à 27 sur le mot recherche. Et ça, c'est pas gagné. C'est un aveu de faiblesse du coup, Arnaud Ponce?
Oui, c'est très important ce qu'a dit, a rappelé le député sur le pourquoi on parle d'omnibus aujourd'hui. Le point de départ, ce sont les Américains qui ont demandé à ce que la régulation soit embarquée dans la négociation. Ce qui prouve bien, parce que ça fait quand même des années que vous m'invitez gentiment pour défendre la régulation, et des fois, c'est bien de montrer par l'absurde le bénéfice de la régulation. C'est que si les Américains demandent à négocier, à ce qu'elle soit retirée dans ces négociations, c'est bien que ça les embête. Je pense qu'ils ont beau être très riches, ils ne font pas du lobbying juste pour le plaisir, ils le font uniquement pour défendre leurs intérêts. Donc nous avons bien la démonstration que la régulation les empêche de tourner totalement en rond, comme ils voudraient, sur notre marché. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, là où c'est malin aussi dans l'approche dans laquelle ils nous mettent, c'est qu'on ne peut pas être contre la simplification. C'est par définition, quand on demande est-ce que vous êtes pour la simplification, on est un peu embêté, évidemment qu'on est pour. Et pour le coup, on l'est vraiment. C'est vrai que c'est pas un mal. Le droit, de toute façon, a vocation à évoluer. On ne va pas faire des grandes lois tous les 20 ans, et puis elles ne bougent plus, surtout sur le numérique. Elles ont vocation à évoluer. Donc c'est très bien qu'on soit dans un apprentissage progressif et une évolution du droit progressif. Mais attention, simplifier l'exécution du droit, oui. Simplifier en revanche l'ambition, non. Et c'est là où aujourd'hui sur l'omnibus, on est évidemment face aux lobbyistes en train un petit peu malheureusement de partir du mauvais côté. C'est qu'il ne faut pas oublier, et c'est pour ça d'ailleurs, c'est le point de départ, pourquoi ils nous demandent de négocier là-dessus, qu'aujourd'hui la régulation crée un cadre de confiance. Et ce cadre de confiance, il ne faut pas lâcher la proie pour l'ombre. Il faut le penser maintenant comme un avantage compétitif. Regardez ce qu'a dit le président de la République au Japon. J'ai beaucoup aimé son intervention en disant oui, c'est vrai, nous les Européens, on est très prévisibles. C'est peut-être un peu chiant, les gens excessivement prévisibles, mais ça a beaucoup de valeur. Et en business, ça a beaucoup de valeur. Quand on sait exactement ce qui va se passer, quand il n'y a pas de surprise, quand il n'y a pas un président entre deux burgers qui décide de changer la loi ou un milliardaire sous kétamine qui décide de changer ses règles de fonctionnement de sa plateforme, ben, effectivement, avoir en face un système excessivement stable qui s'ancre dans le droit et donc dans la durée, eh bien, ça va avoir de plus en plus d'une valeur, y compris dans la compétitivité. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on soit totalement naïf. Est-ce qu'au-delà des pressions américaines qui existent, il y a aussi, nous, notre propre volonté de souveraineté qui peut parfois entrer en conflit, entre guillemets, avec la volonté de réguler, de protéger les citoyens européens de leurs données personnelles, par exemple, en voulant simplifier les règles pour pousser des champions européens. Est-ce que vous voyez cette tension ou c'est pas une analyse? Pour moi, c'est constitutif de la souveraineté. La première des souverainetés, c'est la capacité de faire appliquer ses lois. Donc pour moi, on ne doit pas lâcher là-dessus. Et aujourd'hui, la fracture qui se fait, c'était débattu toute la matinée, la fracture géopolitique, la fracture, je dirais, quasi civilisationnelle aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis sous l'ère libertarienne, c'est qu'avant, on avait un consensus commun qui était le droit. Et aujourd'hui, les Américains ont basculé de l'autre côté du mur, ils ne respectent plus le droit. Donc il ne faut surtout pas lâcher là-dessus parce que je pense que c'est notre asset principal. Non, mais je compléterai juste en disant que chaque citoyen, chaque organisation a envie de savoir quel est le corpus législatif qui lui est applicable. Et aujourd'hui, on a une vraie difficulté, c'est qu'on doit appliquer de la réglementation européenne, ça c'est normal, mais en plus les Américains nous disent oui, mais la réglementation qui vous est applicable, c'est aussi la nôtre. Souvenons-nous ce qui s'est passé pour les établissements bancaires il y a quelques années avec le dollar. Ça a été un traumatisme, un tsunami. Et aujourd'hui, quand on a interrogé la semaine dernière les établissements bancaires sur le juge Guillou en particulier, ils nous disent on comprend bien, nous on aimerait bien lui donner une carte bancaire. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas lui donner un compte en banque. Parce que si on fait quelque chose contre l'administration américaine, ils vont nous reprocher de l'avoir fait. Et comme on est systématiquement associé au dollar, on risque d'avoir des sanctions. Et donc, en fait, les établissements bancaires disent nous, on aimerait bien un corpus qui nous soit complètement applicable. Sauf que dans le cadre international qu'on avait défini à une époque, on s'était mis d'accord avec les Américains, ça fonctionnait bien. On l'a vu, par exemple, pour le commerce maritime. Tout d'un coup, ils changent des règles. Et aujourd'hui, on a un vrai problème de souveraineté qui est quelles règles de droit nous sont applicables. Et c'est ça la discussion d'aujourd'hui, au-delà de la géopolitique. Thibaut Verger, peut-être sur justement cette pression sur la réglementation, est-ce que vous, à votre niveau, à l'autorité de la concurrence, vous la ressentez? J'ajoute que plusieurs fois dans la matinée, il y a des intervenants qui ont
mis en avant le fait qu'il y avait certains acteurs du cloud, par exemple, qui piétinaient le droit de la concurrence et qui s'étonnaient que les autorités françaises n'agissent pas. Donc je me permets de vous poser la question, pourquoi? Alors, est-ce qu'on ressent la pression? Pas directement, parce que la plupart de ces affaires et le débat sur DMA, DSA, c'est finalement pas notre débat, puisqu'on n'est pas... on n'est pas directement compétent pour l'application du DMA, puisque c'est une compétence exclusive de la Commission. Mais on sent bien, quoi, ça a été expliqué tout à l'heure, quoi, la pression sur les... voir le DMA comme un tarif, c'est aussi oublier que... à quoi servaient ces outils. Et ces outils, ils sont pas là pour embêter quelques entreprises qui seraient... Alors, il est vrai, aujourd'hui, sont quasi exclusivement américaines, mais à la limite, on serait très content que demain, toute une série de champions européens tombent sous le coup du DMA. Le DMA, il est aussi là pour protéger les utilisateurs des services de ces plateformes. Et les utilisateurs des services de ces plateformes, ce n'est pas seulement vous et moi, mais c'est aussi tout un grand nombre d'entreprises françaises et européennes qui, tous les jours, utilisent ces services. Si on admet que finalement, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut où on veut simplifier les règles, finalement au bénéfice de quelques grandes plateformes américaines, c'est l'ensemble des grandes entreprises, des PME françaises et européennes qui risquent d'en pâtir parce que leurs achats de services numériques, c'est elles qui les payent. Est-ce que les régulateurs aujourd'hui sont trop timides vis-à-vis de l'application des règles, notamment de la concurrence? Vous avez par exemple, en 2024, fait un rapport très détaillé sur le cloud, où l'autorité avait démontré tous les effets néfastes sur la concurrence, notamment des big tech. Et suite à ce rapport qui a été très étoffé, même un peu agressif, on s'attendait à des amendes qui n'ont pas suivi, forcément. Et inversement, vous avez été un peu mis en cause en début d'année parce que vous avez sanctionné Doctolib, un champion du coup français. Et du coup, beaucoup vont reprocher à l'autorité de tirer contre son camp, en sanctionnant du coup un Français qui pourrait avoir une position hégémonique en Europe. Du coup, voilà, quelle est la cohérence de ces actions? Est-ce qu'à la fois, des fois, vous êtes un peu dans la retenue? Est-ce qu'à la fois, du coup, vous n'avez pas des fois des décisions qui reviendraient un peu à tirer contre le camp de l'Europe? Alors, sur le cloud, effectivement, on a identifié des potentiels problèmes, mais la difficulté, c'est... quels sont les outils qu'on peut utiliser? Les outils qu'on peut utiliser, c'est l'abus de position dominante. Il ne peut pas y avoir 3 acteurs en position dominante sur le même marché. Donc, dès lors qu'on est dans un oligopole un peu fermé, il peut y avoir des problèmes de concurrence. Malheureusement, on n'a pas les outils. S'il n'y a pas une entente, on n'a pas les outils pour venir sanctionner directement. Donc, c'est là que le DMA joue un rôle. Et le DMA, c'est finalement ce qui... permet de gérer ces cas intermédiaires dans lesquels on n'a pas d'abus de position dominante parce que finalement il y a plusieurs acteurs sur le marché qui sont très importants chacun, mais et leurs pratiques conduisent à bloquer parfois les consommateurs ou les entreprises dans certains types de services et avoir des difficultés à en sortir. Donc c'est ce qu'on avait... sur le transfert des données dans le cloud. Donc là, le DMA pourrait avoir un rôle, mais aujourd'hui, les services de cloud ne sont pas visés par le DMA. Donc c'est un peu ce qu'on évoquait dans la vie à l'époque, qui était de peut-être réfléchir à voir s'il ne faudrait pas étendre le DMA et introduire ces services là-dedans. Pour revenir sur le cas Doctolib, c'est... Alors évidemment, ça vise pas. L'objectif de l'autorité, c'est pas de tuer les startups françaises ou d'empêcher des entreprises de devenir des champions européens. Le cas de Doctolib, c'est un cas assez flagrant dans lequel on a une entreprise qui, sur son marché en France, avait déjà une position dominante et allait acquérir, avec le seul objectif de tuer l'entreprise, le concurrent qui restait sur le marché. Si Doctolib arrive demain, achète des concurrents en Allemagne, en Espagne, en Italie, personne ne verra de problème à ça. Le but du droit de la concurrence, c'est absolument pas d'empêcher les fusions, notamment les fusions transfrontalières. Et tout le débat du rapport Draghi, c'est exactement ça. C'est de dire, aujourd'hui, il faut aller au-delà de ce qu'on veut observer.
On a besoin de champions, on a besoin de scale-up, mais le scale-up, ça ne se fait pas en France, ça ne se fait pas en Allemagne, ça ne se fait pas en Italie, ça se fait à l'échelle européenne. Il faut que ces entreprises aient accès au marché européen à 350 millions, 400 millions de consommateurs, plutôt que d'essayer d'avoir des petits monopoles locaux dans les marchés nationaux. C'est pour ça que c'est important de ce qui a été dit. L'autorité de la concurrence fait son boulot. Quand il y a un trou entre ce que fait l'autorité de la concurrence et le droit européen, malheureusement, la seule chose qu'on peut faire, nous, législateurs, c'est de reprendre une loi. Alors, c'est bien ou c'est pas bien, ensuite, il faut simplifier. Mais c'est ce qu'on a essayé de faire avec la loi SREN, notamment en parlant des questions d'egress fees, en parlant des questions de crédit cloud, enfin, tout ce qui est une entrave au marché et que ne peut pas sanctionner directement l'autorité de la concurrence. Mais c'est un travail de dentelière qui nécessite de se mettre d'accord avec la Commission parce qu'on empiète sur le marché, sur les pieds de la Commission et sur son rôle. Donc ça a été compliqué, c'est toujours compliqué. On a enfin des décrets d'application en partie. On va avoir le reste dans les quelques semaines qui viennent. 31 et 32 sont sortis. Bon, mais la réglementation ne peut pas tout. Il y a un moment où il faut qu'on passe à la praticité des choses, à la partie pratique. C'est pour ça que et Arnaud est là et l'initiative de l'IRN est quelque chose qui pour moi est vachement important parce que c'est un thermomètre, mais c'est aussi quelque chose qui permet de piloter des projets. Et moi, je ne demande qu'une seule chose, c'est que l'État, et on le fera avec la commission d'enquête sur les dépendances, on va demander à l'État de savoir comment est-ce qu'il va utiliser l'IRN dans sa propre gouvernance pour éviter, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'on puisse avoir des pétitions de principe en disant souveraineté, 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 et qu'en pratique, on ait encore des services de l'État qui utilisent des services américains. On a eu Bercy qui a annoncé tout à l'heure que peut-être ils allaient utiliser Palantir pour faire le contrôle track-fin. C'est quand même gênant au moment où les Allemands disent on veut se passer de Palantir. Donc c'est pour ça que l'IRN est un bel outil et qu'il faut qu'on arrive à porter le plus possible. C'est aussi pour ça que je suis content de pouvoir en parler et que Arnaud puisse en parler aujourd'hui. Merci de me passer le ballon. Du coup, je me permets, parce qu'on est à la dernière table ronde, je crois. J'ai écouté toutes les tables rondes ce matin qui étaient passionnantes. Et je me permets presque de faire la boucle sur tout ce qui a été dit et par rapport évidemment à notre propre table ronde. Il faut qu'on sorte collectivement en fait, de ce qu'on a appelé à un moment donné dans le think tank le syndrome de Stockholm numérique. C'est-à-dire que collectivement, on est constamment en réaction par rapport à ce que nous imposent les big tech. C'était le début de la discussion sur la régulation. On est obligé de se justifier de défendre nos lois. On est obligé de se justifier de ne pas trop les modifier pour leur faire plaisir. Aujourd'hui, on a un cap, c'est l'autonomie stratégique, sur le numérique, comme sur l'énergie, comme sur la défense. Cette autonomie stratégique, c'est assez basique. C'est gérer mes interdépendances dans un écosystème de confiance. L'écosystème de confiance, son cadre, c'est la régulation. Ce n'est pas que ça, mais il n'y a pas d'écosystème de confiance sans régulation qui vient protéger et permettre la structuration de ce marché. Ça, c'est le premier point dont on a discuté. La deuxième chose, c'est la gestion des interdépendances. Une fois que je suis dans un écosystème de confiance, je dois gérer mes interdépendances, c'est-à-dire de qui je dépends, qui j'accepte la dépendance. Je vais manager une interdépendance avec tel et tel acteur dans un cadre de confiance. Le problème, et c'est pour ça qu'on a lancé l'indice de résilience numérique, c'est qu'après avoir, le think tank Digital New Deal, après avoir pendant 5 ans participé à la création de la définition de ce qu'était le numérique de confiance, au moment de s'attaquer à la gestion des interdépendances, on s'est dit mais le problème c'est que la situation n'est pas du tout objectivée. On a un seul son de cloche, une fois de plus, syndrome de Stockholm, c'est ce qu'on nous raconte en face, et nous on n'a aucun chiffre. Il y a le seul chiffre qu'a cité tout à l'heure Henri Dagrin d'Asterès, c'est le seul chiffre sur lequel on est comme tous des chiens sur un os là, depuis 1 an, parce qu'on a enfin un chiffre. Donc non, concrètement, soyons sérieux, la première chose, le préalable à tout, c'est de mesurer ces dépendances. C'est pour ça qu'on a lancé l'indice de résilience numérique, qui était vraiment un standard de place qui est fait par et pour les entreprises sur lesquelles on travaille depuis 1 an avec le soutien du gouvernement, parce qu'aujourd'hui, on est dans un brouillard stratégique total. On est dans un brouillard stratégique, on n'arrive pas à prendre notre destin numérique en main parce qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle. Donc une fois qu'on aura collectivement, avec cet indice, une vision objective de la situation, on va pouvoir créer des dialogues stratégiques entre les boards et les DSI, les achats, etc., pour enfin imaginer la consolidation de ces écosystèmes de confiance. Parce que le dernier point sur le syndrome de Stockholm numérique, c'est que la petite musique qui existe depuis des années et qu'on a encore entendue ce matin, c'est que vous, les Européens, vous êtes trop loin de réussir à avoir une stack. Oubliez, c'est pas la peine de vous lancer. Les solutions américaines sont beaucoup trop en avance. Vos petits nains là, que vous alignez à 2% de part de marché ne vous permettront jamais d'avoir une autonomie stratégique sur la stack numérique. Ça, il faut le combattre. C'est le dernier rapport du think tank qu'on a publié au mois de janvier, dont l'auteur est dans la salle Damien Kopp, qui depuis Singapour a fait cette étude. Il a fait un benchmark des 25 stratégies nationales d'IA
Il a étudié avec son équipe la chaîne de valeur de l'IA. Je vous la fais courte. Évidemment, la Chine et les États-Unis sur 40 sont à 36 sur 40 parce qu'ils sont autonomes. Il leur manque à peu près que les GPU de Taïwan. Et l'Europe, en moyenne pondérée, est à 30. 30 versus 36. Donc on n'est pas si loin. Mais surtout, si on ne faisait pas la moyenne, mais on prenait les meilleures notes des pays européens sur les 8 critères de l'IRN qui a été appliqué, on serait à 34 sur 36. Et si vous ajoutez le fait si on avait la même stratégie que la Corée du Sud et le Japon sur le semi-compute, on serait à 36 sur 36. Donc on est à 2 doigts d'être à égalité des Américains et des Chinois. C'est simplement qu'on se laisse avoir par ce discours. Et en fait, on n'a pas un problème structurel, on a un problème organisationnel. C'est que l'Europe n'est pas encore allée jusqu'au bout de l'Union. Si on le faisait, on serait à la hauteur des États-Unis. J'avais envie de finir sur cette note positive, en tout cas. C'est un problème de récit, en fait, parce que du coup, les Américains vendent un récit de la tech. Aujourd'hui, il est dominé justement par les libertariens et par même ce qu'on appelle aussi les technofascistes. En Europe, on a un récit sur la régulation, mais on n'a pas de récit sur quelle société on veut construire avec le numérique. Est-ce que c'est ça aussi qui manque pour justement faire du numérique en levée de puissance ? Oui, il y a une partie de ça, et puis il y a une partie de concurrence entre les pays européens. Il faut qu'on arrive à se mettre d'accord tous ensemble sur où est-ce qu'on veut aller, comment est-ce qu'on veut fonctionner. C'est peut-être le gros avantage de Donald Trump, c'est qu'il est en train de provoquer ce mouvement. Il ne change pas la politique américaine. Ça fait des années que c'est comme ça. Il est simplement plus brutal, plus vulgaire et plus expressif dans sa façon de faire. Et c'est peut-être maintenant qu'il faut qu'on arrive. Et c'est ça qu'on a vu, qu'on a essayé de faire avec le sommet germano-français, parce que ce sont les Allemands qui nous ont invités sur la souveraineté en fin d'année dernière. On commence à voir un mouvement qui arrive. Et il faut qu'on profite de ce mouvement-là pour justement retrouver cette possibilité d'avoir une stratégie européenne cohérente et continue. On ne fera jamais tout seul, et on ne fera pas ça simplement en franco-allemand. On aura besoin aussi des autres pays. On a besoin de choses que des pays du nord de l'Europe savent faire et que nous, on ne sait pas faire. On a besoin de l'Italie, on a besoin de l'Espagne. Donc il faut qu'on arrive à reconstruire ça, et c'est au niveau européen qu'il faut qu'on puisse le faire. Le seul vrai problème, c'est que tant que la Commission européenne sera paralysée par les droits de douane, on n'avancera que très peu. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on arrive à faire bouger, et j'espère qu'au Parlement européen, ils vont pouvoir le faire bouger. On a besoin d'aller sur de la réglementation encore peut-être, mais de la réglementation sur les marchés publics. Il faut qu'on puisse avoir du public procurement qui va vers les entreprises et l'organisation européenne et privée. Il faut qu'on ait des entreprises de petite taille qui soient sélectionnées dans les marchés, pas simplement des grosses ESN. Je les aime beaucoup, enfin pas tant que ça, mais voilà, elles captent beaucoup de valeur au détriment des petites et moyennes entreprises qui, elles, font de l'innovation, de la recherche et développement de façon importante. Et on voit bien qu'on a baissé en R&D depuis quelques années parce que aussi la valeur ajoutée est accaparée par les ESN dans le numérique et va pas assez vers les petites et moyennes entreprises. Sur cette question de récit, Thibaut Vergy, je ne sais pas si vous voulez réagir. Oui, moi je crois que la bonne échelle, c'est l'échelle européenne. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres moyens. On ne va pas faire avec des petits marchés. On ne va pas développer des géants du numérique sur des petits marchés. Donc il faut leur donner accès. Faut donner accès à l'ensemble des consommateurs, à l'ensemble des entreprises européennes, à ces nouveaux acteurs. Mais ça veut dire que chacun doit admettre que ces nouveaux acteurs ne seront pas tous français. Il doit forcément y avoir des nouveaux acteurs un peu partout. C'est vraiment, je pense, c'est vraiment le message du rapport Draghi ou même du rapport Letta avant. Il faut finaliser quelque part le marché unique. Il faut le faire à plein de niveaux. Il faut le faire, c'est ce que disait Philippe Tibi tout à l'heure, au niveau du capital. Il faut que ces entreprises puissent avoir accès à des fonds. Et pour qu'il y ait assez de fonds, il va falloir, pour aller à l'échelle, il va bien falloir aller trouver des fonds un peu partout en Europe. Il faut du coup se mettre d'accord sur à quoi doit ressembler notre réglementation. Tout n'ira pas forcément dans le sens de ce qu'on a envie de voir du côté français. Il faudra faire des concessions à d'autres. On voit le débat sur le cloud. Sur le cloud, certains pays européens se rendent compte que ce n'est pas eux qui arriveront à développer de nouveaux services et se disent finalement, restons sur les services américains. Et vos histoires sur egress fees, etc., ça va totalement dans le mauvais sens, ou Secnum Cloud. Si on veut le faire à l'échelle française, ça ne marchera pas. Donc il faut qu'on arrive à trouver un consensus, au moins à une échelle plus large, pour permettre à nos nouveaux acteurs de se développer sur un marché assez grand.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci aux spectateurs ici présents, Pathé Palace, Merci. et à ceux qui nous suivent sur BFM Business. C'était donc la fin de cette matinée de débat. On vous donne rendez-vous sur la tribune pour suivre l'actualité de la tech française.